Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est le fils de l'historien Alain Decaux. Il est diplômé de l'IEP Paris, passionné de vin. Il cofonde en 2006 les caves Nisia qui comptent plus d'une vingtaine de magasins à Paris. Il publie son premier roman historique, Le Seigneur de Charny, en 2017 aux éditions XO. Le livre reçoit un accueil favorable pour nos confrères Le Figaro littéraire. L'auteur parvient à dresser dans ce premier roman une véritable fresque humaine aussi fluide qu'efficace. Enfin, pour Historia, c'est un roman de chevalerie imaginatif, bouillonnant et libre. Et puis Dominique Bonnat, on va quand même en parler, de l'Académie française cite votre invité fait du bien à ses lecteurs. Il s'agit de Laurent Decaux. Il vous présente son dernier roman, Le Roi Folle, aux éditions XO, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier Mélanie et Stéphanie qui se reconnaîtront et qui sans elles, toutes les deux, oui, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse les filles. Laurent Decaux, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume Sautet, bonjour à vos auditeurs. Comment allez-vous, Laurent? Écoutez, parfaitement bien. Après 3 semaines de promotion qui m'ont pas encore mis tout à fait sur les rotules, mais ça devrait pas tarder. Et puis je reprends l'écriture pour peut-être une suite à ce livre. En tout cas, je pense rester dans le Moyen-Âge avec mon troisième roman. Bien, écoutez, on a hâte en tous les cas de découvrir. On va déjà parler de celui-ci qui, eh bien oui, comme vous l'avez dit, est arrivé il y a quelques mois en librairie. On est vraiment très très heureux. Avant d'en parler, on va s'intéresser à vous aussi. On connaît le papa, Alain Decaux, mais on connaît un petit peu moins le fils, Laurent. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, et notamment votre passage, oui, à Sciences Po de Paris. Écoutez, le passage à Sciences Po, voilà, j'étais un jeune homme qui se cherchait. J'avais des goûts littéraires assez affirmés déjà à l'adolescence, même jeune enfant, parce que mon père m'avait fait lire les grands classiques de sa jeunesse, du 19e, Alexandre Dumas, Paul Féval, Michel Zévaco, voilà, tous les feuilletonistes du 19e. J'avais envie d'écrire, mais je me sentais pas prêt. Alors je suis allé vers des études assez générales, parce que oui, effectivement, j'avais envie d'être écrivain, mais il fallait d'abord que je passe par autre chose. Donc je suis passé par ces études à l'IEP, et puis après je suis allé dans un domaine complètement différent, qui est le domaine du vin, un peu par hasard, parce que j'avais un copain qui lui-même était d'une famille de vignerons bourguignons, et ensemble on a monté un concept store à Paris qui s'appelle les Caves Nisa, que j'ai développé pendant une dizaine d'années. Et puis je suis revenu à mes premières amours vers l'âge de 34-35 ans, et j'ai abandonné mon univers professionnel pour me consacrer à l'écriture avec ce premier roman, Le Seigneur de Charny, et puis maintenant ce deuxième, Le Roi Folle. Donc si vous voulez, c'est un retour à mes premières amours, la lecture de romans historiques, et puis aujourd'hui l'écriture de romans historiques. J'ai un peu l'impression que la boucle est bouclée. La question suivante, elle était toute trouvée. Vous en avez parlé un petit peu, bien sûr, du vin et aussi de l'histoire avec un grand H. Laurent Decaux, expliquez-nous votre passion pour l'histoire. C'est peut-être papa qui a peut-être voilà, qui est peut-être pour quelque chose, j'en sais rien. Mais aussi pour celle du vin, c'est incroyable, c'est génial. Il y a beaucoup d'amateurs de vin. Qu'est-ce qui vous attire, oui, dans le vin, puis aussi pour l'histoire, bien sûr. Alors le vin, c'est la gastronomie. Ça, c'est une passion qu'avait mon père, mais surtout ma mère. La gastronomie, bien qu'elle soit reporter photographe, donc pas du tout dans le milieu gastronomique, elle a toujours eu une passion pour les voyages et la découverte de nouvelles sensations. Ça passe par la nourriture, donc elle a mis à ma portée avec ma petite sœur, depuis qu'on était tout petit, toutes sortes de cuisines et de gastronomie. Alors la gastronomie s'accompagne de vin, évidemment pas dès l'enfance, mais à partir du jeune âge adulte, je me suis mis à découvrir le vin. C'est devenu une passion. Voilà comment je suis arrivé dans ce domaine-là. Et puis en travaillant avec des vignerons, je me suis rendu compte que le vin, c'était plus finalement que du goût. C'est aussi quelque chose qui nous relie à la terre, qui nous relie à nos racines. En allant
la rencontre des vignerons. J'étais toujours curieux de savoir ce qui s'était passé, voilà, pour qu'on puisse parfois créer des chefs-d'œuvre. Donc j'essaye de faire un petit peu d'ailleurs la même chose dans l'écriture. J'ai besoin de connaître les racines de mes personnages, de même que j'ai besoin de connaître les racines des vins et des vignerons. Donc voilà, c'est un peu ce qui relie, je crois, ces deux passions. Même si aujourd'hui, ma véritable passion, c'est l'écriture et que j'ai un peu laissé de côté le vin. Le vin un petit peu de côté. Bon, vous consommez toujours quand même, hein, avec modération bien sûr. Oui, bah, j'ai pas mal de souvenirs de mes années professionnelles dans ma cave. Je dois avoir quelques centaines de bouteilles. Ah, C'est peut-être un peu moins de livres que le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque, mais néanmoins, oui, j'ai beaucoup de vin encore à découvrir et à ouvrir. quand vous n'écrivez pas, notamment, parce qu'apparemment, voilà, l'écriture est vraiment primordiale chez vous pour le moment. Qu'est-ce que vous aimez faire? Oui, quelles sont vos autres passions? Oui, vous avez parlé de votre maman qui aimait bien voyager, qui vous faisait voyager. Est-ce que les voyages, oui, pour vous, Ah oui, c'est... les voyages, évidemment. Bah, alors les voyages, voilà, ça va de pair quand même aujourd'hui avec mon travail de romancier. J'essaye de joindre l'utile à l'agréable. Pour mon premier roman qui se déroulait en Champagne, j'étais allé en profondeur sur les traces de mon héros Jacques de Charny. Jacques de Charny, qui est un personnage de fiction, mais qui se base sur un personnage réel qui s'appelle Geoffroy de Charny, qui est le premier propriétaire attesté du Saint-Suaire. Voilà, le Saint-Suaire, pour vos auditeurs qui ne connaissent pas le sujet religieux, c'est le linceul du Christ, c'est-à-dire la relique la plus précieuse vraiment de la chrétienté, puisque c'est une relique de contact qui aurait été en contact avec le corps du Christ. Elle se trouve aujourd'hui à Turin, cette relique, qu'elle soit vraie ou fausse. Toujours est-il que voilà, je me suis intéressé à cette histoire parce que cet objet surgit dans l'histoire pour la première fois au XIVe siècle dans les mains des seigneurs de Charny, qui sont des seigneurs champenois. Et donc je suis allé visiter la motte castrale, je me suis promené dans la région, je me suis fait montrer la voie romaine qu'empruntaient les pèlerins quand ils allaient voir cette relique extrêmement précieuse. J'avais vraiment besoin de connaître les lieux et les chemins qu'avaient foulé mes héros. Avec le roi Foll, j'ai fait absolument la même chose, mais c'était beaucoup plus simple parce que j'habite à Paris et la moitié de l'action à peu près se passe à Paris. Donc il y a juste à côté de chez moi, par exemple, les traces et les ruines de l'enceinte de Philippe Auguste, sur les murs de laquelle s'élevait l'hôtel Saint-Paul, où se passe une grande partie de mon action. L'hôtel Saint-Paul, c'était le palais des souverains, le palais royal de Charles V, le père du jeune roi dont je parle dans mon roman, jusqu'à François Ier qui l'a fait démanteler. Donc voilà, il y a toutes sortes de vestiges juste à côté de chez moi, puisque j'habite dans le Marais. Il y a aussi par exemple les noms des rues. Il y a la rue des Lions-Saint-Paul. J'évoque une ménagerie dans mon roman, la ménagerie de l'hôtel Saint-Paul. Et c'est dans cette rue, précisément, que se dressait la cage des lions, la cage aux lions des rois Charles V et Charles VI. Et puis après, je suis allé évidemment en Bretagne. C'est là aussi que se déroule un ou deux chapitres de mon roman et peut-être l'intrigue de la suite de ce roman. Et puis je suis allé au Mans, puisque voilà, c'est le théâtre de la folie du roi. C'est le moment du basculement absolu que je raconte dans mon roman et qui est un événement historique que évidemment j'ai repris un peu à ma sauce de romancier, on va dire, puisqu'au Mans, Charles VI, menant son host, c'est-à-dire son armée vers la Bretagne, sous une chaleur épouvantable, est pris d'hallucination, pris de vertige. Un ermite vient le trouver sur son cheval, sorti de la forêt, un vieillard, lui dit arrête-toi, noble roi, tu es trahi. Charles VI est pris de panique, et puis juste après, alors qu'il commence à se remettre de ses émotions, l'un de ses écuyers fait basculer sa lance sur le casque du page qui le précède. Il y a un fracas épouvantable. Charles VI croit qu'il est assailli, il pense que son frère l'a trahi, que ses oncles l'ont trahi. Il s'en prend à ses écuyers, il s'en prend à son armée, il sort son épée, il a fait voltiger dans les cieux, il tue 4 de ses écuyers, et là c'est le début d'une folie qui va durer 30 ans.
voilà, je vous ai, je vous ai raconté non pas tout mon roman, mais des événements historiques qui jalonnent mon roi folle. C'est excellent, c'est à vous écouter, sérieusement, c'est génial. Vous nous racontez l'histoire. Là, on ferme les yeux, on n'a pas les images et on s'imagine. C'est incroyable. Bravo, hein, franchement. Écoutez, si vous voulez donner des cours, avec grand plaisir, hein, on fera des sessions. Non, mais je connais bien cette histoire et je commence à la raconter assez souvent. Voilà. Ça tombe bien, on est avec vous depuis le début, on est bien avec vous. On s'imagine, on est chez vous. Là, on se dresse face à votre bibliothèque. Vous avez parlé que vous aviez bien plein de livres. Qu'est-ce qu'on va y Ouais. retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors là, en ce moment, depuis que je suis dans le Moyen Âge, et ça commence à faire un certain nombre d'années, puisque j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'était il y a 7 ou 8 ans avec cette histoire de Suaire, voilà, de linceul du Christ. Il y a de plus en plus d'essais et de récits historiques, beaucoup de livres traitant notamment du Moyen Âge, des grands historiens, des grands médiévistes qu'on a en France depuis l'école des Annales. Évidemment, on pense à Duby, à Le Goff, à Jacques Favier, à Emmanuel Leroy-Ladurie. Voilà, donc il y a beaucoup de livres sur le Moyen Âge. La plupart, je dois dire que je les ai piqués dans la bibliothèque de mon père quand il était encore vivant. Il avait une bibliothèque assez immense, il avait 30 000 livres je parle de bibliothèque. C'est le lapsus que je fais à chaque fois. Pour parler de son bureau, je parle de bibliothèque. Mais il faut dire que c'était une vraie bibliothèque. Moi, j'avais pas besoin d'aller, quand j'étais au collège, au CDI de mon collège, mais quand je faisais des exposés d'histoire, par exemple, j'allais dans le bureau de mon père. Il s'était reconstitué une vraie bibliothèque historique complètement complète. Je vous dis, il y avait 35 000 livres, c'est l'équivalent d'une vraie bonne bibliothèque de quartier. Il louait un appartement pour ça à Paris qu'il avait aménagé, qu'il avait arrangé en entrepôt pour ses livres, donc du sol au plafond, dans les toilettes, dans la petite kitchenette, dans l'entrée, partout il y avait des livres. C'était parfaitement rangé par son assistante qui s'appelait Anne-Marie Le Tuilier, qui a été sa fidèle collaboratrice pendant une quarantaine d'années. Et j'adorais aller dans cet endroit, voilà, qui respirait, comment dire, il s'en dégageait quelque chose d'absolument méditatif. On était bien là-dedans. Mon père imposait le silence quand il travaillait sur ses livres, et j'aimais bien ce silence. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai l'impression quand je vais au contact de la documentation, que ce soit à la bibliothèque historique de la ville de Paris que je fréquente beaucoup, dans le Marais, juste à côté de chez moi, ou à la bibliothèque Forney pour ce livre, qui est une bibliothèque spécialisée dans l'histoire de l'art, qui se situe dans le palais des archevêques de Sens. Voilà, encore un lieu chargé d'histoire, sur les quais, que j'invite tous les Parisiens et même les gens venant de plus loin à découvrir. Je retrouve voilà, ce silence et cette méditation, ce cocon dans lequel j'avais l'impression d'évoluer quand j'étais dans le bureau de mon père. Laurent Decaux, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Le Roi Folle, aux éditions XO. Comment vous est venue l'idée départ d'écrire ce roman? Racontez-nous. Alors c'est un pur concours de circonstances. Je vais encore parler de mon premier roman, alors que je devrais parler de mon deuxième. Et Mélanie et Stéphanie du service de presse vont m'engueuler. Mais effectivement, j'ai travaillé 5 ou 6 ans sur mon premier roman. Je travaillais énormément en même temps dans mon activité de marchand de vin. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour me consacrer à ce roman. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 5 ou 6 ans. Je rêvais depuis toujours, je vous le disais, d'écrire. Il fallait que je prenne en expérience, que j'ai l'expérience de la vie. Moi, j'ai du mal à croire au génie précoce des écrivains. Ça existe, évidemment. Voilà, on cite à tort et à travers Radiguet, mais il faut, pour écrire, moi en tout cas, j'avais besoin de vivre des expériences de vie, qu'elles soient gaies ou terribles, des deuils, des grands chagrins, voilà, toutes sortes d'émotions que connaissent tout et chacun au gré de sa vie. En écrivant Le Seigneur
de Charny, en m'intéressant à cette histoire de suaire, j'ai trouvé le sujet que je cherchais depuis toujours, le sujet d'un roman historique foisonnant, comme ceux que j'ai aimés enfant, ceux de Dumas, et puis adolescent plus tard, ceux de Marguerite Yourcenar, et puis après encore ceux pareil, de Michel Zébaco, que j'ai découvert assez récemment, l'auteur du Capitan, qui est encore un auteur du 19e, de romans feuilletons, que j'idolâtre absolument, et puis Ken Follett, bien sûr, sur le Moyen-Âge. Donc je cherchais ce sujet depuis longtemps, je l'ai trouvé avec mon histoire de suaire, au XIVe siècle, c'est le siècle des calamités. Il y a eu la peste, 6 millions d'habitants fauchés en France sur 18, un habitant sur 3, même dans certaines villes de province à 3 par exemple, se déroule mon action, un habitant sur 2, la guerre de 100 ans, voilà, qui fait rage depuis 30 ans au moment de mon intrigue, le schisme d'Avignon avec 2 papes, un pape à Rome, un pape en Avignon qui se jette l'anathème jour après jour, se déclarant débauché, sodomite, corrompu. Bref, on est dans une époque épouvantable. J'avais trouvé le sujet d'un roman historique, voilà, celui que je cherchais depuis toujours. Et je faisais évoluer dans mon intrigue, voilà, des pèlerins, des évêques, le pape d'Avignon, des seigneurs. Et puis, comme il y avait beaucoup de pèlerins, il faut dire que l'ostension pour la première fois d'une relique de cette importance en France suscite la venue en Champagne de dizaines, voire de centaines de milliers de pèlerins. J'ai reconstitué tout ça dans mon roman. Et j'imagine que le roi de France, Charles VI, veut lui-même se faire son idée sur le Saint-Suaire. Donc il vient, voilà, je ne vais pas raconter mon premier roman, parce que là aussi j'invite les auditeurs à le découvrir. Il va se trouver, voilà, au contact du seigneur de Charny. Alors je pensais tout d'abord faire la suite du seigneur de Charny, et puis plus j'enquêtais sur Charles VI, sur son entourage, plus je trouvais ça fascinant, dérangeant. Il y a des personnages extraordinaires qu'on connaît presque plus que Charles VI. Par exemple, Philippe le Hardi, qui est le premier grand duc de Bourgogne, qui va vouloir faire de son duché de Bourgogne un empire. Il y a Jean de Berry, qui est le grand mécène d'art, dont on se souvient pour les rigeurs du duc de Berry, les plus belles enluminures du Moyen-Âge. Il y a Nicolas Flamel, qui est le célèbre alchimiste. Il y a Taïwan, le premier cuisinier d'un roi de France, 300 ans avant Vatel, et personnage tout aussi intrigant. Il y a Isabeau de Bavière, qu'on retient dans l'histoire comme une reine assez sulfureuse, au point que le marquis de Sade ait fait de sa vie un roman érotique. Et puis voilà, il y avait toute une galerie de personnages assez incroyables. Et finalement, je me suis dit, non, mais je ne peux pas faire revenir Jacques de Charny, il y a déjà tellement de choses à dire. Je vais donc consacrer finalement ce roman au roi et à son entourage. Et c'est comme ça qu'est né Le Roi Folle. Vous voyez, c'est une longue histoire, ça part de très loin, il y a déjà 8 ou 9 ans. Mais finalement, voilà, c'est un peu comme ma vie mon activité de romancier aujourd'hui. Pour Charles VI, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Je suis arrivé à l'écriture par le suaire et par Charles VI qui s'intéressait au suaire, et puis là aujourd'hui j'écris un roman sur sa vie. Comment s'est passée la phase d'écriture en termes de chapitres, de recherche? Je pense qu'il y a dû en avoir, comme vous l'avez dit, vous êtes même vous-même déplacé sur les lieux, bon pas très très loin pour le coup, quoique il fallait jusqu'en Bretagne. Oui, c'est un plaisir d'aller en Bretagne. Et est-ce qu'il y avait peut-être aussi un plan? Je sais que certains auteurs le font. Enfin, comment vous avez travaillé, Laurent? Alors si, contrairement au Seigneur de Charny, voilà, c'est un roman d'initiation et d'aventure, et je me suis un peu laissé guider par mon héros. Là, c'est totalement différent. Je suis parti de l'idée de raconter la folie de ce roi et d'une idée de complot. Voilà, vos auditeurs et mes lecteurs le découvriront, et les lecteurs le découvriront. C'est une histoire de faux et d'usage de faux. Il y a presque une intrigue policière dans ce roman. Je suis parti de cette idée que quelque chose favorisait finalement l'éclosion de la folie du roi. Je suis parti du canevas historique. Le canevas historique, c'est, je raconte dans mon roman d'ailleurs, pour partie, c'est tout d'abord mars-avril 1392. Charles VI rêve de faire la paix avec l'Angleterre, avec qui la France est en guerre depuis 30 ou 40 ans. La paix qui était en bonne voie, puisque Charles V avait reconquis déjà une grande partie de la France avec son connétable du Guesclin. Mais Charles VI rêvait d'être le roi qui
bouclerait cette affaire, ce conflit qui semblait interminable. On est à Amiens, au début du printemps 1392, et puis Charles VI est pris d'une maladie inexplicable. Il perd ses ongles, il perd ses cheveux, il est alité, on croit qu'il va mourir, si bien que partout en France, les Français mettent des cierges à leur balcon parce qu'il est bien aimé, ce roi. Il était aimé. Il avait chassé ses oncles, on pensait qu'il allait faire la paix avec l'Angleterre. La France commençait à connaître un état de prospérité qu'elle n'avait pas connu depuis le siècle de Saint-Louis. Tout allait bien au début de ce règne. Il est pris de ce mal inexplicable, il s'en remet finalement. Là, je vous raconte l'histoire avec un grand H, donc je ne révèle rien finalement sur mon roman à vos auditeurs, rassurez-vous. Mais il se remet donc de cette maladie, qui est une sorte de pneumonie totalement atypique. Et puis, 4 mois plus tard, finalement, c'est la folie que je vous racontais tout à l'heure dans l'épisode de démence de la forêt du Mans, qui a été raconté superbement par les chroniqueurs de l'époque, par Froissart, par Juvénal des Ursins, par Christine de Pisan, par le religieux de Saint-Denis, voilà. Donc tout ça c'était mon canevas. Et puis après, il y a la reprise en main du pouvoir par les oncles que Charles VI avait chassés pour mettre à leur place des conseillers rigoureux, intègres, qui avaient servi son père, des hommes assez austères, des vieillards pour la plupart d'ailleurs, donc qui n'avaient plus rien à prouver. Et à partir de l'automne, à partir de sa maladie, donc de sa folie, c'est la reprise en main du pouvoir par les oncles qui vont s'arroger toutes les richesses de la couronne. Et pendant 30 à 40 ans, la reprise de la guerre civile en France. Voilà, il faudra attendre Jeanne d'Arc pour que cette crise interminable trouve sa résolution. Donc voilà, j'avais ce canevas historique, la maladie, la reprise en main du pouvoir par ces scélérats que sont vraiment les oncles de Charles VI, les débauches de la reine Isabeau qui sont attestées par les chroniqueurs, bien que des historiens aujourd'hui essayent de remettre en cause ces mœurs dissolues. J'avais tout ce canevas et à partir de là, voilà, c'est mon cerveau qui s'est mis en branle. J'ai fait œuvre de romancier historique et je suis arrivé en intégrant tout cela, en faisant des choix évidemment, parce qu'il faut faire des choix. J'ai reconstitué ce puzzle pour créer l'intrigue d'un roman choral. On est dans un roman choral dans le style, non pas dans le style d'écriture, mais dans le style d'organisation, de construction des Rois Maudits ou après de Ken Follett, ou même dans un style totalement différent, dans la fantasy, un peu de Game of Thrones. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire, on s'y rapproche particulièrement. Voilà, j'ai cité Ken Follett, j'avais même pas pensé à Game of Thrones, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, on peut le dire hein, en off, un sujet traité comme Mireille Calmel, mais complètement différent. Et on la salue, Mireille, au passage, on l'embrasse bien fort. Bien sûr, évidemment. Forcément. C'est ce qui se fait de mieux dans le roman historique aujourd'hui. Hein. Voilà, en France, Mireille Calmel, il y en a d'autres qui sont beaucoup chez Exo, mais je ne vais pas tous les citer. Christian Jacques pour l'Égypte ancienne, Oui. évidemment, Ruffin pour une période, pour les temps modernes. Voilà, ça c'est une autre de mes marottes et de mes idoles contemporaines, évidemment avec François Chandernagor par exemple. Voilà, on a des grands romanciers historiques en France. Mais oui, je vous citais Game of Thrones parce que moi j'aime beaucoup parler des Rois Maudits et c'était vraiment mon roman de chevet. Après, pour moi, ça a été vraiment une sorte de révolution intérieure. Ce qui m'a vraiment convaincu de faire du roman historique, ça a été les Rois Maudits. Peut-être inconsciemment, évidemment, Alexandre Dumas quand j'étais gosse, mais après, dans mon jeune âge adulte, Les Rois Maudits, sans aucun doute, et puis Jeanne Bourrin aussi. Voilà, Jeanne Bourrin, qui est une auteure des années 70, La Chambre des Dames, c'est absolument sublime. Yourcenar, L'œuvre noire aussi, voilà, un grand roman de mon jeune âge adulte. Mais je vous parlais de Game of Thrones, pourquoi ? Parce que l'auteur de Game of Thrones, Gérard Martin, revendique aussi sa filiation avec les Rois Maudits. Donc moi, je n'ai aucun problème à revendiquer cette parenté avec les Rois Maudits. Et c'est pour ça que je vous parlais de Game of Thrones, parce que je pense que
voilà, ce que j'essaie d'écrire, c'est un peu un cousin éloigné, évidemment à la sauce historique et sans les dragons de Game of Thrones. On est dans le même style de roman choral, et Ken Follett aussi, bien sûr, évidemment. Tiens, on en profite et on salue Jean-Pierre qui se reconnaîtra, qui aime beaucoup cette série et qui, à mon avis, sera ravi de lire votre roman, hein. Voilà, donc on lui passe un petit coucou à Jean-Pierre. Coucou Jean-Pierre. Eh ben voilà, il vous a entendu, il sera content de ce message. Tiens, on va... Là, vous allez pouvoir vous éclater, Laurent. Là, les filles vont être contents, hein. Mélanie et Stéphanie. Complot, joute sanglante, plaisir débridé, le roi folle et le roman d'une France médiévale exaltée, soumise à toutes les passions. C'est votre maison d'édition qui dit ça. Eh bien, racontez-nous en quelques mots cette folle histoire, c'est qu'à de le dire, que va vivre notamment le roi Charles VI, mais pas que. Un roman que l'on ne peut plus lâcher tellement vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Bravo, Laurent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, je pense que beaucoup de choses sont résumées dans cette quatrième que j'ai écrite avec mon éditeur. Donc je ne sais pas si je pourrais mieux résumer que ce travail que j'ai fait conjointement avec Renaud Leblond et Bernard Fixot, mes éditeurs. Mais oui, en effet, voilà, on est dans ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, on est en pleine guerre de 100 ans. Charles VI commence son règne sous les meilleurs auspices. Je vous le disais tout à l'heure, il a chassé ses oncles et puis un jeune fils vient de lui naître. Après 6 ans de mariage avec Isabeau de Bavière. C'est un jeune roi qui veut se mettre à la hauteur des hommes qu'on lui présente comme ses modèles absolus. Charles V, dit le Sage, qui était son père, qui avait réglé une grande partie des problèmes de la France à ce moment-là, qui était un roi philosophe, qui, à mon avis, préfigure vraiment les Lumières. Et puis la Renaissance, pardon, et puis il y avait Saint-Louis, bien sûr, qui était un des grands aïeux, et puis Philippe le Bel, qui avait mis en place l'administration et l'État moderne. Donc Charles VI avait toute cette galerie de grands rois qu'il avait précédés et qu'il voyait partout, dans les statues, dans les bas-reliefs, dans les vitraux de ses palais. Et puis les hommes qu'il servait, qu'on appelait les marmousets, j'en parle dans mon roman, ce sont les serviteurs de son père et qu'il a repris à son service après avoir fait son coup d'état personnel en 1388, c'est-à-dire après avoir chassé ses oncles qui s'étaient arrogé la régence. Charles VI commence donc son règne sous les meilleurs auspices. Et puis, qu'il y a l'année 1392, c'est l'année terrible. Sans cette année, moi je pense que sans cette année-là, et sans tous les événements qui constituent cette année-là, la maladie, évidemment, la reprise du pouvoir par des hommes qui ne pensent qu'à leurs intérêts, ce sera Jean de Berry, ce sera Philippe le Hardy. Sans cette année-là, et sans la maladie du roi, Charles VI aurait fait un très grand roi. Or, Charles VI est aujourd'hui totalement méconnu, non pas méprisé, mais peut-être un peu méprisé, en tout cas oublié. Moi, j'essaye, d'une certaine manière, de le réhabiliter. Je ne le fais pas du tout avec Isabeau de Bavière, son épouse, clairement, puisque je me situe dans la tradition de la reine sulfureuse, telle qu'on la considère souvent. Mais Charles VI, oui, je pense que c'est un roi qui avait tous les atouts dans sa manche pour faire un grand roi. Il a su s'entourer très tôt, dès l'âge de 18 ans, je vous le dis, rappelle des conseillers de son père, Bureau de la Rivière, Olivier de Clisson, le connétable, Jean Le Mercier, que j'appelle Renaud Le Mercier, dans mon roman, qui est un brillant homme de loi, Jean de Montaigu, qui est un financier hors pair. Tous ces hommes l'entourent et le conseillent avec prudence. Lui veut la paix, de même que son alter ego en Angleterre, Richard II. Donc il y avait tout pour aller vers la paix, pour commencer le 15e siècle de la meilleure des façons et finir le 14e moins mal qu'il n'avait commencé. Mais finalement, c'est un règne, c'est l'un des règnes les plus noirs de l'histoire de France, long en plus, parce que Charles VI, il faut savoir, bien qu'il était extrêmement fragile dans sa tête. On parlerait aujourd'hui, je pense, de bipolarité, teinté de délire hallucinatoire assez incroyable, puisqu'il croyait être fait de verre, si bien qu'on n'avait pas le droit de le toucher, dans ces moments de crise. Il fallait l'asperger d'eau toute la journée parce qu'il pensait être brûlé de l'intérieur, ou sinon, encore pire pour ses contemporains, il disait s'appeler Georges.
Alors George, c'était un nom typiquement anglais, c'était le nom de certains rois d'Angleterre, donc ça c'était vraiment épouvantable dans l'appréciation de l'époque. Donc voilà, sans cette maladie, tout partait pour le mieux et finalement tout est allé vers le pire. Voilà, donc moi je me suis beaucoup attaché à ce roi pour une raison qui est finalement, je crois, assez simple. C'est parce qu'il est méprisé, parce qu'il est détesté, parce qu'on l'a oublié aujourd'hui, alors qu'il aurait pu être un grand roi, parce qu'il est de son vivant seul. Il est orphelin. En 6 mois d'intervalle, il a perdu son père, le grand roi Charles V le Sage, et sa mère, Jeanne de Bourbon, qui elle-même présentait des signes certains signes de démence mentale, à mon avis. Et puis après, il a été abandonné par tous, d'abord par sa femme, puis par son frère, qui était le grand ami de son enfance, puisque Charles VI et son frère Louis d'Orléans avaient évolué ensemble pendant les événements dramatiques de la guerre de Cent Ans, quand ils étaient gosses. Voilà, ils étaient brinque-ballés de résidence en résidence au gré des campagnes de Charles V le Sage et du Guesclin. Donc voilà, ils avaient fait les 400 coups, si je puis dire, ensemble. Et puis finalement, je raconte ça aussi dans mon roman, c'est un des éléments de mon roman, c'est que Louis d'Orléans, comme très souvent les cadets dans les familles royales, veut sa part du gâteau. Et lui, son ambition, ça va devenir très rapidement l'Italie. Comme souvent d'ailleurs à cette époque, les cadets des familles de France veulent se tailler un royaume en Italie. Alors lui, c'est ce qu'on appelle le royaume d'Adria et puis une partie des États pontificaux. Ce que je raconte également dans mon roman, puisqu'il s'est marié à Valentine Visconti, qui était la fille du tyran de Milan, Jean Galéas de Visconti. Donc, il est terriblement esseulé. Il m'a fait pitié, en fait, ce roi. Et j'y suis très attaché. Voilà, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai voulu écrire ce roman, parce que j'avais envie de raconter l'histoire de ce roi qui aurait pu être grand. Laurent, c'est incroyable, vous êtes un grand passionné d'histoire et ça fait vraiment plaisir de nous la faire revivre à votre façon. Quels sont vos projets pour la suite? Bah écoutez, voilà, je vous le disais tout à l'heure, je pensais écrire la suite des Seigneurs de Charny. Finalement, je me suis laissé happer par la grande histoire que je voulais raconter sous forme de roman, parce que moi je suis venu à l'histoire par le roman. Donc je pense que c'est la meilleure façon d'éclairer sur une époque, c'est le roman. Je pense pas pouvoir réussir à m'émanciper de ce Moyen-Âge qui m'a entièrement capté et dont je suis quasiment prisonnier depuis 7 ou 8 ans. Je pense pas réussir à sortir dans l'immédiat. Peut-être à un horizon voilà, de quelques années, mais dans l'immédiat, oui, beaucoup de lecteurs me demandent une suite à ce roman. Il est probable que j'aille dans cette direction. Nous, on a hâte de le découvrir et j'en suis sûr qu'il sera aussi bien que le premier tome par le fait. Et continuez, franchement, continuez d'écrire, de nous faire vivre votre passion par l'écrit et puis par la voix également, parce qu'à vous entendre, vraiment, vous êtes un passionné. Je le dis, mais c'est vrai. Je vous remercie, Guillaume. Allez, on finit en douceur, Laurent, si vous le voulez bien. On passe tout de suite à la Minute Cool. Je suis sûr, ça va vous faire plaisir. Plutôt, là forcément, alors là je pense qu'à mon avis la question je l'avais trouvée. Plutôt la période Moyen-Âge ou celle de l'époque de notamment Christian Jacques avec les pharaons. Ah bah les pharaons, voilà, ça c'est aussi une idole de mon enfance, oui, j'ose le dire, Christian Jacques, parce que je l'ai lu tout jeune. J'étais un lecteur compulsif et notamment de littérature dépaysante. Et Christian Jacques, je me souviens très bien d'un roman qui m'a choqué quand j'étais gosse. C'était Ramsès, il me semble. Et puis un roman sous forme de thriller sur l'affaire Toutankhamon, qui était excellent sur la façon dont Howard Carter, Lord Carnarvon, les découvreurs de la sépulture magnifique de Toutankhamon dans la vallée des rois, ont été poursuivis, eux, leurs familles, et puis les archéologues de cette époque-là qui avaient exhumé Toutankhamon, ils ont été suivis par une malédiction pendant une vingtaine d'années. J'avais adoré ce roman quand j'étais enfant, et puis après j'ai dévoré Christian Jacques pendant des années. Il se trouve qu'aujourd'hui on est hébergé par la même maison d'édition. Donc choisir, c'est difficile. L'Égypte, c'était une passion d'enfant.
Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de passion finalement quand j'y réfléchi dans ma vie. L'Égypte était l'une de celles-là, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Mais le Moyen-Âge, très peu, presque pas, même pas du tout, je crois. Et c'est devenu une passion d'adulte. Donc, euh, donc c'est très difficile de faire un choix. Bon, j'irai plutôt vers le Moyen Âge quand même, parce que je vous le disais tout à l'heure, j'ai été capté par ce temps si varié, si éblouissant. Il y a tellement de choses. Le Moyen Âge est un océan. Il y a les croisades, il y a la Renaissance, la Renaissance du XIIIe siècle, l'université, des grands philosophes. Et puis le siècle noir qui est le XIVe siècle que j'évoque dans mes deux premiers romans. Donc l'Égypte, je le vois un petit peu comme un bloc parce que je ne connais pas assez le sujet, mais le Moyen Âge me semble aujourd'hui, c'est un sujet que je maîtrise assez bien, me semble plus propice, si vous voulez, pour moi en tout cas, dans l'immédiat à l'écriture. Bon, en tous les cas, pour vous, c'est le Moyen-Âge. Et puis pour Christian Jacques, eh ben, on le rappelle, Orumb, Le Retour de la Lumière aux éditions XO, c'est le dernier Christian Jacques. Et je vous conseille d'aller le découvrir. Nous, on va le lire là très prochainement. Et puis on va voir ça, si c'est possible, de faire une interview. Mais on sait que cet homme est beaucoup, beaucoup pris. Je l'ai eu une fois, j'espère l'avoir une deuxième fois. C'est un grand, grand monsieur, vraiment très, très sympathique et aussi passionné que vous, Laurent. Donc, à mon avis, il va falloir prévoir 3 heures d'émission. Tiens, citez 3 mots, vous, amis parisiens. Ah, alors, la culture, la lumière et l'effervescence. Quel est votre vin préféré? On rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mon vin préféré, ce sont les vins de Bourgogne, et c'est le Chambol-Musigny. Ah, à mon avis, on risque de venir boire une petite bouteille chez vous. Alors, je suis de passage à Paris prochainement. On s'appelle. Vous êtes cordialement invité. Ah, merci Laurent. Eh bien, écoutez, on verra ça en off. Je vous dirai les dates précises. Génial, super. On s'improvise à dîner. Eh ben, ça tombe bien. Plutôt un repas en famille ou un repas entre amis? Je suis un homme de famille, voilà, attaché à mes racines et très attaché à ma famille. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Oh, c'est difficile cette question. Il y en a tellement. J'ai envie de dire un romancier. Ça serait mon romancier préféré, c'est Balzac. Donc, bien qu'il soit mort relativement jeune et qu'il était particulièrement nerveux ayant une relation addictive au café. Moi, je n'aime pas le café, mais ce serait Balzac. Sans aucun doute. Est-ce que vous êtes plutôt chaud ou plutôt froid? Je suis d'un tempérament assez sanguin, donc on peut dire oui, chaud. Enfin, Laurent, si vous aviez un rêve, ce serait? Ce serait de continuer à écrire des romans historiques pendant des dizaines d'années. Laurent Decaux, rappelons que vous êtes l'auteur de Le Roi Folle aux éditions XO. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet, Laurent. Merci Guillaume pour votre invitation. Avec plaisir, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Nous, en tous les cas, oui. Oui, c'était très agréable. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!